Bonjour tout le monde. Donc, chers participants, chers intervenants, chers invités, soyez les bienvenus parmi nous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux d'Esprit. Donc, je tiens à remercier nos chers sponsors d'avoir contribué à la réussite de cet événement pour assurer votre confort tout au long de ces 24 heures, Inch'Allah. Et donc, permettez-moi de céder la parole à M. Taheb Belakhdar, le président directeur général du groupe Esprit, pour donner le mot de bienvenue. Merci. C'est pas compris. Au fait, vous n'auriez pas dû m'applaudir. Vous auriez dû me huer. Parce que notre génération, c'est celle qui a fait le développement depuis l'indépendance de son économie. Elle a tout fait faux. Vous n'avez qu'à voir Sfax, Gabès. C'est une monstruosité de développement. On voulait faire travailler les Tunisiens et on a créé des industries imbéciles pour la transformation, évidemment, de notre richesse naturelle. Et l'environnement, c'était pour nous inexistant. La mer, c'était fait pour qu'on puisse déverser toutes les saloperies que ces industries
sont en train de créer. Et vous voyez que il n'y a pas beaucoup d'imbéciles dans cette salle qui ont mon âge. Je suis le seul, et heureusement pour vous, c'est une race qui est en train de disparaître, et c'est vous qui allez prendre la relève. Donc je suis très très heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout les intervenants. Moi je pensais que vous allez inviter des vieilles croûtes comme moi pour vous raconter des conneries, et vous êtes plus intelligents que ce que je pensais. Vous avez fait venir des gens qui sont sensibles, fortement sensibles à cet environnement. Un petit pays comme la Tunisie, qui a une économie très fragile, elle essaie vainement de pouvoir utiliser ses ressources naturelles pour créer de la richesse. Et notre manière d'agir, elle est totalement erronée. Je vais citer un seul exemple que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de vivre les conséquences de nos actions par rapport à ce produit, qui est tout simplement l'eau. Vous voyez que notre pays, c'est un pays qui est intermédiaire entre le nord et le sud, et que tout développement, aucun développement ne peut se passer de l'utilisation de l'eau. Je commence par faire nos toilettes le matin. Nous sommes des machines à utiliser l'eau. Et ces machines individuelles, aujourd'hui, sont absolument inconscientes de ce robinet qui reste ouvert alors que nous sommes en train de faire nos toilettes. Je vous invite, dans cet hécatombe, de voir quelle est la quantité d'eau que nous perdons et que nous envoyons à des endroits où l'eau est polluée, parce que nous ne sommes pas sensibles à cette denrée qui devient de plus en plus rare. Et actuellement, votre génération, elle est obligée, pour développer le pays, de créer une source infinie d'eau potable qui ne nous tombe pas du ciel. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, la pluie est en train de tomber à droite et à gauche, et nous sommes en période de sécheresse. Et nous ne pouvons pas, si on veut se développer, être en panne d'eau. J'espère que dans les plans de développement du pays, et si jamais les Tunisiens reviennent et deviennent un peu plus sages, 3 usines de dessalement d'eau de mer sont absolument nécessaires pour la Tunisie au jour d'aujourd'hui. Une au nord, l'autre au centre et la troisième au sud. Et les énergies que vous allez utiliser, évidemment, il ne faut pas penser aux énergies fossiles. Le soleil étant là, étant une source infinie d'énergie, si nous ne sommes pas capables au jour d'aujourd'hui de pouvoir utiliser cette source infinie qui, jusqu'à maintenant, nous fait souffrir par la chaleur en été, pour la transformer en une source de développement et de bien-être, pour que votre pays devienne un pays développé et vous continuez à vouloir y vivre parce qu'il fait très bon de vivre en Tunisie, contrairement à ce que pensent quelques-uns de nos enfants, qui sont en train de foutre le camp vers le nord en pensant qu'ils vont aller vers le paradis. Je suis sûr qu'ils vont revenir, puisque c'était mon cas. J'ai passé 12 ans au nord de la Méditerranée et il n'y a pas un endroit aussi convivial où, en quelques kilomètres, on découvre toutes les natures. Vous partez de Andraham, c'est la forêt. On a l'impression d'être dans un endroit où c'est fantastique, la nature, elle est belle, elle est généreuse. Grâce à un petit peu de neige et la pluie qui arrive d'une façon abondante. 200 km après, vous allez vous trouver du côté de Khérouën. On commence déjà à une période
à une région qui commence à souffrir de manque d'eau. 200 km après, vous êtes au désert. Alors, si avec cet environnement, vous n'êtes pas capable de pouvoir réfléchir comment chaque région, avec sa spécificité, vous donne des sources de richesse extraordinaires, c'est une énorme déception pour notre génération parce que je pense que vous êtes beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus intelligents, et je prouve pourquoi vous êtes beaucoup plus intelligents aujourd'hui. Parce que vous avez des outils énormes que vous pouvez utiliser pour pouvoir prospecter le manque d'eau quelque part, et comment, avec d'autres outils, faire l'économie de l'usage d'eau pour tout usage. Le grand usage que la Tunisie utilise son eau à 80%, c'est l'agriculture. Et vous savez comment nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'eau, pour créer de l'air. L'agriculture aujourd'hui a créé des outils pour économiser cette eau et faire en sorte qu'on ait quand même de l'air. Et beaucoup de tomates sans faire cette agriculture où l'agriculture عندها هكا سقوية بطح حل الماء وخليه يمشي معناها كما يجيب باش الفلاح يدبر معناها العملية نتاعو. Donc le goutte à goutte et autre chose sont en train d'être utilisés, ils doivent être utilisés d'une façon systémique. Les robinets. Il y a des outils aujourd'hui qui font en sorte que on consomme, lorsqu'on ouvre le robinet, on économise plus de 50% de l'usage d'eau. Vous voyez, mahloula. Il y a des... comment on appelle ça? C'est belle. C'est moi qui l'ai créé, ça filmé avec le filtre. Il y a des filtres aujourd'hui qui vous donnent, avec la même pression que vous avez sur les mains, 50% de ce que vous devez consommer. Des trucs que je les ai mis à l'école d'ingénieur. Vous les avez volés. J'espère que vous êtes en train de bien les utiliser. Donc, veillez à ce qu'on remette ces outils pour pouvoir faire beaucoup d'économies d'eau ici. Vous voyez donc qu'on peut, en étant très décontracté et conscient, faire énormément d'économies et contaminer votre famille, votre environnement à cet usage intelligent de l'eau. Je suis sûr que vous êtes en train de dire que ce vieux il continue tout le temps à radoter, mais j'ai le droit de radoter et de vous dire les choses d'une façon crue. Si vous allez vivre comme nous l'avons vécu, vous serez fichu. Excusez-moi de vous avoir agressé ce matin. Merci pour les invités. Je vous souhaite une agréable journée. Et puis, pour les étudiants, vous allez passer toute la nuit ici. Amusez-vous comme des fous. Et comme la majorité ici, en général, c'est des filles, amusez-vous comme des folles. Merci à vous. De vous avoir parmi nous aujourd'hui, d'avoir ce mot de bienvenue. Donc, merci encore une fois. Je vais commencer par une petite présentation donc, pour cet événement et notre timeline. Ensuite, on va passer à la première session de conférence. Donc, cet événement intitulé Sustainable Minds a été organisé par l'équipe de recherche, développement et innovation SSD Team pour Sustainable Social Development, qui est formée d'enseignants-chercheurs à Esprit,
L'idée, c'était issue du fait qu'aujourd'hui, on est en train de fêter la journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable. Et c'était une journée annoncée par l'UNESCO parce qu'ils sont conscients du rôle de l'ingénieur pour assurer un futur plus durable, pour faire face aux futurs défis de l'humanité. Vous, en tant qu'ingénieur scientifique, vous devez être partie de la solution, vous devez faire partie de la solution et vous devez éviter d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux problèmes, parce qu'il y en a assez. Voilà. Nous, en tant qu'équipe de recherche, nous travaillons sur le développement durable en général et principalement l'axe social, parce que l'individu est au cœur de tout type de développement. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse principalement à l'axe social. Et voilà, par rapport à notre équipe, je tiens à préciser que ce comité d'organisation ne pouvait jamais réussir sa mission sans l'implication de nos chers étudiants que vous êtes en train de voir ici, dès l'accueil jusqu'à ici. Et après, vous allez les avoir. On a plus que 40 étudiants ici avec nous qui font partie de plusieurs clubs. Je tiens à les remercier et je dois les citer. Donc, on a Lions Club, Lepertad, Enactus, Event, j'espère ne pas oublier, il y en a plusieurs, donc ACMD, il y a Bimovie, Santé, Atast, je n'ai oublié personne, j'espère. Ok, donc je tiens à les remercier du fond du cœur, au nom du comité d'organisation. Je tiens aussi à remercier les étudiants qui ont participé individuellement sans avoir fait partie de club. Donc merci pour votre motivation, pour votre engagement, d'avoir resté des nuits ici avec nous à Esprit, rentrer après 9 heures chaque jour. Donc vraiment, vous êtes une fierté pour cette école. Merci beaucoup. Voilà, notre slogan pour cet événement, c'est Join the Sustainable Revolution, Think Globally, Act Locally. Ce sera un événement annuel. Il s'agit de sa première édition. Sustainable Mind, c'est un événement annuel qui aura, Inch'Allah, plusieurs éditions. On est honoré de vous avoir en tant que participant pour cette première édition et je suis sûre que vous allez la réussir. Nous allons la réussir ensemble. Donc, je passe maintenant à notre timeline. Voilà, le mot de bienvenue, l'introduction. Ensuite, on va lancer notre première session de conférence avec nos chers intervenants, que je tiens à les remercier encore une fois. On a Madame Boshra, Monsieur Aledin Aziz et Monsieur Enis Deoud. Il y aura un autre intervenant qui va nous rejoindre tout à l'heure, Monsieur Hatem, fondateur de l'association Atast. Voilà. Ensuite, il y aura une petite pause café pour changer un peu d'air, voilà, pour se ressourcer. Et on revient pour continuer la deuxième partie de la conférence avec nos intervenants. Après, nos chers participants seront invités à une pause déjeuner au bloc G. Nous avons déjà envoyé un plan contenant les liens Google Maps pour vous permettre d'accéder facilement, surtout pour les invités qui ne font pas partie d'Esprit. Donc, il y aura des étudiants du comité d'organisation, équipe logistique qui vont vous aider à atteindre les locaux convenablement. Ensuite, après la pause déjeuner, nous allons lancer le hackathon au bloc G au niveau de l'amphi. Lancer le hackathon, c'est-à-dire annoncer la thématique, la problématique sur laquelle vous allez travailler en équipe. Nous allons annoncer les équipes qui seront affectées donc l'affectation des équipes pour les individuels, justement parce qu'il y a plusieurs participants individuels. Et on va aussi annoncer les règles du hackathon, les grilles d'évaluation, ainsi de suite, les différentes phases pour l'évaluation, justement. Après, on va lancer un workshop avec nos collègues, Madame Mabrouka Shisha et Madame Anissa Atmeni. Donc, ce sera un workshop Design Thinking and How to Promote an Idea pour vous aider justement à faire votre brainstorming, choisir votre idée liée à la thématique du hackathon et vous donner quelques
guidelines donc pour pouvoir réussir votre pitch, votre présentation de demain. D'accord? Après, bien sûr, il y aura le dîner au resto, donc le même endroit que le déjeuner. Et en parallèle avec tout cela, il y aura des activités de team building pour permettre aux individuels de faire le team building justement parce qu'ils seront affectés à des équipes qu'ils ne connaissent pas, des membres qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça va permettre de mieux se connaître. Et après, aussi, il y aura des invités. Ils peuvent participer aux activités de team building. Ça ne se restreint pas aux participants, justement. Donc, même les invités, je pense qu'il y a plusieurs invités ici qui veulent juste découvrir il s'agit de quoi. Donc, ils seront les bienvenus pour participer aux activités de team building au bloc G. Voilà, pour demain. Donc, après, on continue, on travaille non-stop. C'est 24 heures le hackathon. Vous aurez des salles qui seront affectées pour se reposer, pour discuter à l'échelle restreinte au sein des équipes. Et demain, Inch'Allah, le petit déjeuner, même resto à Esprit. Puis, on recommence, on continue. Donc, on recommence pas, on continue parce qu'on ne va pas s'arrêter, Inch'Allah. Donc, il y aura le hackathon continu et les activités de team building aussi. Puis, la pause déjeuner à midi, même endroit aussi. Et puis, on va passer aux présentations, pitching des idées pour, avec les membres du jury, Inch'Allah. Et à 16 heures, on va commencer la remise des prix ici. Et puis, on va faire une petite cérémonie pour célébrer cet événement. Donc, voilà, merci beaucoup. Je cède la parole. Donc, je cède la parole à mes collègues, Madame Wafé et Madame Azza. Je tiens à les remercier d'avoir accepté d'animer ce panel. Merci à vous tous et bonne chance. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue parmi nous. Nous sommes très honorés et très ravis de vous avoir tous parmi nous aussi. Et je tiens à remercier notre chère collègue Soumaya pour tout l'effort qu'elle a fait, et son équipe, et à vous, bien sûr, nos chers étudiants. Alors, nous tenons aussi à remercier nos panélistes aujourd'hui qui ont tout de suite accepté notre invitation sans hésitation. Ils acceptent de partager leur expérience. Les coachs, les sponsors et tous les acteurs de cet événement pour leur implication. Donc, c'est avec grand plaisir que nous allons tout de suite commencer avec la présentation donc, de ce panel. Donc, nous avons Madame Bouchra Jra, Monsieur Ali Eddin Aziz et enfin Monsieur Anis Deoud. Et nous avons un quatrième panéliste qui n'est pas encore arrivé, il arrivera bientôt. Donc, nos panélistes aborderont le développement durable sous plusieurs angles de vue, dans le but de donner une idée vaste et variée sur le sujet qui nous a réunis tous aujourd'hui. Donc, ils vont vous aider aussi à creuser dans vos têtes des idées. Donc, ils vont vous inspirer grâce à tout ce qu'ils vont partager avec vous. Donc, que ce soit par rapport à leur expérience, à leur point de vue, aux différents points qu'ils vont aborder. Vraiment, ils vont essayer d'aborder la question de Sustainable Mind sous plusieurs angles. Donc, sans plus attendre, je vous invite à écouter notre premier panéliste, Monsieur Ali Eddin Aziz, que nous remercions infiniment pour son implication. Il va nous divulguer l'éco-responsabilité et la transformation digitale. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Aslam Anas El-Kol, merci beaucoup pour toute l'équipe. Merci Soumaya pour l'invitation. C'est déjà un honneur d'être parmi vous. Hein. Donc, et j'espère aujourd'hui que le panel avait
اللي باش نحكي فيه éco-responsabilité et transformation digitale. حبيت نرجع un petit mot لسي طاهر قبيله. Oui, je confirme. On était, entre autres, dans un état d'esprit مانيش فاهمين réellement ce qui se passe. Et c'est, انت سميتها هكا un terme قوي شوية, mais أنا نجم نسميها أكثر le manque de conscience. On n'était pas sensibilisé en fait à ces défis-là. Avec Alech, personnellement, je vais partager avec vous un retour d'expérience. C'est que أول حاجة, l'éco-responsabilité liée principalement à la transformation digitale, je ne pensais pas déjà que ça existait. Je pensais que, Brax, lorsqu'on digitalise les choses, on était éco-responsable. Alors que on était vraiment en plein dedans de la destruction carrément de la planète. Et ton article comme Alech, en fait, le premier flash, les gènes, en fait, c'était via une expérience professionnelle, via mon entreprise, Idatis. Et en fait, Idatis, on accompagne, on est dans un modèle de venture studio, c'est-à-dire on accompagne des startups dans leur process d'accélération. Et parmi les startups qu'on accompagnait, en fait, on a une startup qui fait ce qu'on appelle les bilans carbone territoriaux. Et là, en fait, j'ai commencé à découvrir vraiment l'impact du digital sur la planète. Et là, il y avait de nouveaux termes, comme la présentation taille, qui m'a l'impact sur la couche d'ozone. Déjà, l'impact. Le gaz de serre, l'effet de serre plutôt. Plusieurs termes, دينا نفهموا فيهم بشوية. Donc, la présentation taille, transformation digitale, vraiment l'impact نتاعها et شنو les actions possibles اللي نجموا نعملوهم pour réduire cet impact-là de la transformation digitale sur la planète. Ben. J'ai fait exprès en fait de choisir cette image que j'ai récupérée de l'internet. C'est une architecture, ou plutôt un pipeline de mise en place ou le déploiement d'une architecture Big Data. Bon. Théoriquement, tous les présents, les étudiants, ça leur parle beaucoup. À la limite, ils doivent à la limite, c'est des ingénieurs en IT, donc bon, femmes des agronomes ou autres, mais la plupart, on va dire. La plateforme c'est la plateforme de rêve. C'est vraiment quelque chose de très évolué. On a un pipeline qui la partie IoT avec des capteurs, le protocole MQTT, mobile, des détecteurs, des serveurs batch. Et on a toute la partie ETL, je sais faire la connexion de données, la transformation plutôt de données, avec des data warehouse hébergés sur le cloud, ici aller en transformation, que ce soit Amazon AWS ou Azure ou autre. Il y a du streaming avec Kafka ou autre. Et finalement, on peut traiter avec notre notebook, Jupyter, et avec des dashboards Power BI et autres. C'est très technique. Mais qu'est-ce qui se passe réellement derrière? C'est des serveurs, c'est du déploiement, c'est du cloud, c'est de la consommation d'énergie, c'est d'électricité, c'est des PC de développeurs, des PC gamers qui sont derrière pour faire le développement à notebook comme les Jupyter ou la techno développement Power BI. Je vais vous quelques informations. Ça correspond à 2400 km بالكهرباء. 20 ampoules à consommation de 8 سوايع في النهار pendant 220 jours. Et 5000 litres نتاع ماء. هذا ça correspond à 8 heures de travail على البي سي نتاعك. هكا هو. C'est énorme. في الكا هذا شنو نجمو نعملو؟ Bon, la logique, ما نجموش نقف. De toute façon, tout va s'arrêter. Donc, on ne doit pas rentrer dans une Z kif crise de. On doit prendre des actions. Avec Alech, on va essayer de trouver des solutions. Je vais quelques chiffres en fait à l'échelle internationale.
اللي هي جايه من عند l'ADEME اللي هي c'est l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie. On a une agence équivalente في تونس mais malheureusement les chiffres نتاعها خليني ساكت خير. Alors, on parle de 45 millions de serveurs partout dans le monde, dans les data centers في العالم. نحكيو على 800 millions d'équipements réseau. يقول équipement réseau, نحكيو على switchers, نحكيو على tout équipement confondu. Et 15 milliards d'objets connectés en 2018. Objets connectés, donc là, on a tout ce qui est IoT, capteur, AI objet qui est connecté au serveur interne. Haja Mohamed Yasser, pour fabriquer un ordinateur, déjà. Et là, on parle de l'empreinte carbone d'un ordinateur. On a besoin de 240 kilos de combustible fossile, déjà. On a besoin de 22 kilos de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau pour un seul PC. Imaginez l'impact. Des simulations, on a à 15 000 km, donc qui est la distance moyenne parcourue par une donnée. Donc, il y a une information, ou un chat avec un ami sur Facebook à la Messenger. Le data est sur le réseau presque 15 000 km. Donc, نحكيو كيف في ساعة واحدة في العالم نحكيو على 8 à 10 milliards d'emails échangés. Donc, on va voir l'impact d'un seul email في l'écologie interne. Et bien sûr, في ساعة واحدة نحكيو على 180 millions de recherches في Google à l'échelle internationale sur 4 milliards, sur une moyenne de 4 milliards d'habitants. Les chiffres هذوما يفجعوا شوية. يفجعوا برشا plutôt. Mais ça m'a مشكلة كبيرة اللي هي ce qu'on appelle la pollution digitale. La pollution digitale, en fait, il y a un gros souci, c'est que c'est quelque chose qui est invisible entre eux. Avec Alech, on essaye toujours de faire la simulation. Donc, la consommation mondiale d'électricité, le premier consommateur mondial, c'est les États-Unis. La deuxième, c'est la Chine. Et le troisième, c'est Internet. C'est Internet. C'est-à-dire que l'UO, on est capable, ou là plutôt, on a une force mondiale invisible qui est troisième consommatrice d'électricité. On a une petite simulation par rapport aux mails professionnels envoyés donc, par une centaine de salariés, et c'est l'équivalent de 13 vols aller-retour Paris-New York. Donc, quelque chose qui est invisible, donc invisible, et surtout le calcul est assez évident. Il n'est pas évident, on n'a pas toutes les informations nécessaires. Par exemple, est-ce que je me connecte à Internet via Wi-Fi ou avec 4G? Tout en sachant, avec Wi-Fi, avec le 4G plutôt, c'est 25 fois plus polluant que Wi-Fi. C'est juste des actions simples. Hein. Lorsque je me connecte à Internet via Wi-Fi, c'est 25 fois moins polluant que 4G. Ben, l'empreinte annuelle, donc, en termes d'internautes, donc, l'Internet. L'empreinte annuelle d'un internaute sur la base des 4 milliards d'utilisateurs, on a 365 kilos de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Retenez ce mot. Hein. Al-Khatr, c'est le mot. Il a l'impact كبير في الdestruction de la couche d'ozone. نحكيو على pour l'empreinte annuelle نحكيو على 368 kilos d'électricité et 1923 d'eau douce. Bon, 364 kilos, imaginez, c'est bon, le cheval, mais c'est l'équivalent d'un cheval. Donc, imaginez, pour un internaute, on a 4 milliards. Imaginez le chiffre. Le gaz à effet de serre. Réellement, qu'est-ce que c'est? Donc, là, je vais directement le slide pour que le sens soit très correct. Donc, d'après Wikipédia, le gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre.
L'effet de serre, donc, l'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre, qui est l'un des facteurs d'origine du réchauffement climatique. D'accord? Un gaz ne peut absorber le rayonnement infrarouge qu'à partir de 3 atomes par molécule. Bon, ce n'est pas mon domaine d'expertise, les atomes et les molécules, mais Kamel, donc, les 4 principaux gaz renforçant l'effet de serre sont les suivants. Le dioxyde de carbone, donc le CO2, le CH4, le N2O et le CFC. Donc, l'ahner, qadin, en impact, voilà, on contribue à, via les chiffres latinins, à l'accélération de la destruction de la couche d'ozone avec la réduction de l'effet de serre. L'augmentation plutôt de l'effet de serre. D'accord? La transformation digitale, déjà, ou le digital en soi-même, déjà, c'est pas bio, entre parenthèses. Donc, serveurs, c'est des machines, c'est des objets connectés, c'est de la consommation d'énergie et tout ça. Mais lorsqu'on parle d'éco-responsabilité, je trouve les actions qu'on doit prendre réellement. Déjà, étant défini l'éco-responsabilité, c'est quoi? Donc, c'est le fait d'intégrer des mesures de protection. C'est ça. Déjà, être éco-responsable, c'est d'être conscient qu'il y a des actions à prendre en considération pour protéger la planète. D'accord? Donc, l'ADEME, bien sûr, l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie française. Donc, les actions pour une entreprise industrielle ou autre, les actions qu'elle doit prendre. Donc, elle a une politique d'achat favorisant les produits éco. La réduction de consommation d'eau, qui m'appelle, c'est l'énergie et les papiers et tout ça. L'amélioration de la gestion du patrimoine, bâti ou non bâti, donc virtuel ou la bâti, et la gestion des déplacements. La gestion des déplacements, فما ظاهرة أنا نسميها صحية على الآخر، c'est le covoiturage. علاش في الاوتوروت اليوم نشوفوا 5 كراب ماشيين نفس الثنية وكل واحد يسوق في كرهبة، نجموا نلموا في كرهبة واحدة. C'est très simple, c'est une action très simple, un déplacement d'une équipe اليوم équipe إداتيس جات في كرهبة واحدة، donc مش معناها ما عندناش 5 كرهبة. Alors, la conscience, donc est-ce que déjà lorsqu'on parle de l'éco-responsabilité chez les collaborateurs d'une entreprise, déjà c'est que aucun ne connaît l'impact du numérique sur l'environnement. Et c'est un fait. Hein. La fausse information que le digital, c'est l'ami de l'environnement. Par contre, tous les collaborateurs, ils montrent l'intérêt aux problématiques environnementales. Est-ce que oui, ok, c'est un discours مزيان. Mais شنو المشاكل en fait ولا les explications تاعهم علاش ils passent l'action. Donc on parle là de l'inaction. L'inaction en fait c'est que أول حاجة ils n'ont pas conscience des impacts que peut avoir الخدمة نتاعهم sur l'environnement. معناها des gestes simples كيما حكينا حتى le fait انه باش يجي là-bas ما يعرفش l'impact نتاعها. Il se voit à l'échelle نتاعو, il ne se voit pas à l'échelle الكبيرة. Donc là, on parle d'éléments de mesure, carrément, correspondant aux consommations نتاعهم. كما قلت, donc ils ont le sentiment qu'à l'échelle individuelle, donc شوف كان مشيرته هو كهو, ما نشوفش à l'échelle معناها globale ولا كي نحكيو par an ولا par mois. Et surtout, ma femme un roadmap ou une feuille de route très claire à appliquer pour que vraiment il va y avoir des actions égales. On a essayé de proposer quelques actions, que ce soit pour les collaborateurs d'une entreprise ou d'une université ou la autre, et pour l'entreprise en soi-même. Dans la vie privée, c'est très important. C'est pas des actions qu'on prendra c'est un mindset, c'est un style de vie qu'on doit tous adopter. نحكيو على tri de déchets, نحكيو على l'achat نتاع السكوند مان معناها الفريب. Oui. حاجة معناها éco-responsable. Le déplacement en vélo. Bon, plutôt ce déplacement en vélo c'est شوية الحكاية, mais donc la consommation de produits bio, le végétarisme.
Bon, végétarisme في تونس bon نحكي على روحي ما عنديش برشا. Mais vous voyez en fait ثم حاجات راهو باش يقلقونا في كيما قلنا c'est des mindsets, c'est un état d'esprit où on n'est pas obligé de tout adopter. مثالش ناخذ 50% 60% 70%, c'est pas grave, mais on doit prendre des actions quand même. D'accord. ما نحشموش اللي احنا مثال في الليسته هذه كل je fais que du tri des déchets. مثالش j'ai pris des actions et ça aura des impacts راهو قدام. نحكيو كيف على الخدمه في البيرو. نحكيو على لا كونسوماسيون تاع القهاوي. نعرفوا bon اليوم وغدوه j'imagine en tant que حتى ex développeur il y aura beaucoup de consommation de café. نعرف اللي les développeurs يخدموا كامل القهوه donc ça c'est clair. Donc je vous recommande à utiliser des tasses. ما تستعملوش les gobelets par exemple. La consommation des fruits de saison au restaurant de l'entreprise, des plats végétariens كيف نرجعوا لنفس الحكايه. Donc هذوما ce sont des actions que les collaborateurs en fait ils peuvent prendre pour protéger l'environnement. Là en fait خممت شويه زاد في quelques actions possibles que l'entreprise peut entreprendre. La NERDIT a un process très simple, c'est le process du marketing digital. Donc, le marketing digital, on parle théoriquement du site web de l'entreprise, principalement. On parle des réseaux sociaux et on parle du mailing. Les trois niveaux et je nous mets les actions et les نجموا نخدموا عليهم. Voilà. خرج على السيطرة ولا ما خرجش؟ Alors, pour le premier point, en fait, c'est le site web éco-conçu. Je m'en ai éco-conçu. En fait, l'éco-conception d'un site web, c'est un nouveau terme qui correspond à un impact qui correspond à un impact carbone, carrément, du site web. Au Sanalium, en fait, sur l'analyse de l'impact carbone, a carrément être capable d'avoir l'impact d'un site web. Avec Alech, je vous sollicite, par exemple, Lyon, ou la Hatta Esprit, c'est-à-dire, on a le score d'un site Esprit via le site EcoIndex. Le site EcoIndex, en fait, il indique l'impact réellement du site web d'une entreprise et est-ce qu'il est conforme ou éco-responsable ou elle. Qui fait que c'est via principalement le data center hébergé FI, la façon dont le site web il est développé, la façon dont il est référencé, la consommation, la taille des pages, donc le SEO, le Search Engine Optimization, site web. Donc, les conseils, c'est créer un site sobre, donc avec des designs épurés et un nombre limité de pages. Donc, c'est la première règle pour l'éco-conception. La suppression des fonctionnalités inutiles, surtout les plus gourmandes, ou carrément à des fonctionnalités énergivores. Donc, retenez le mot, c'est énergivore, donc à forte consommation. La compression des images et surtout des thèmes, la plupart des sites web ils sont sur WordPress. Donc, je vous invite via EcoIndex à mesurer l'impact des sites web et prendre des actions nécessaires pour réduire l'impact. Ça y est. Ce sont les deux derniers slides. Donc, les réseaux sociaux, donc, c'est les qui représentent 4% de la consommation énergétique de la transformation digitale. C'est énorme et surtout en termes de consommation de vidéos, les énergivores carrément. Donc, on a la TikTok, on a Reddit, Pinterest, Facebook, LinkedIn, mais dans le classement, ils étaient obligés par la loi américaine à réduire leur impact écologique. Donc, ils ont pris des actions nécessaires pour réduire leur impact. Donc, avec Alech, tout en sachant que les débuts des années 2010, ils étaient les premiers. Finalement, les emails, juste quelques chiffres, 10 grammes plutôt de CO2
plutôt un email génère environ 10 grammes de CO2 par an, qui est l'équivalent donc à 1 heure d'électricité ou l'émission de CO2 d'un sac plastique, carrément. Donc, je les actions qu'on peut prendre, la suppression des spams, c'est des actions très simples. Se désabonner des newsletters, donc pour réduire le nombre de flux entrant par les emails. Les emails qui n'ont plus de valeur, donc mais on sera dans une logique d'archivage, mais c'est très important de supprimer ceux qui ne sont pas utiles. Et il y a avec des boîtes email vous pouvez les supprimer. La plupart عندنا boîte à Yahoo ما استعملناهاش عندنا 10 سنين ولا Hotmail exactement .com ou la .fr, donc on peut les supprimer. Bien sûr, la corbeille, c'est des actions très simples en fait qu'on peut mener. Les actions les effets plutôt à échelle personnelle, mais si les actions on aura de l'impact et on sera dans une protection et la préparation pour nos enfants, Inch'Allah, et merci beaucoup. C'est comme ça. Donc, alors déjà, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur certains points. D'abord, par rapport aux étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de beaucoup de spécialités différentes. Donc, je les ai vus un petit peu grimacer. Donc, c'est pour ça que je leur rends aussi hommage. Non. Après, c'est générationnel. Leur génération, quelle que soit, et je pense que vous êtes là pour me dire, quelle que soit la spécialité qu'ils font, forcément ça les touche, forcément ils comprennent, forcément parce qu'ils utilisent au quotidien. Donc, je pense que c'était très clair pour tout le monde. Moi, de ma mi-génération, entre deux, je pense que j'avais tendance à croire que le digital était écologique. Et donc, les chiffres font peur. Et je pense que là, ça va vous aider à réfléchir sur beaucoup de solutions par rapport aux emails, notamment quand vous avez proposé, par rapport à plusieurs actions qu'on ne pense pas à faire. Par contre, le covoiturage, je pense que les étudiants d'ingénieurs et de l'ESB, je pense que ça, c'est bon. Ils font que ça du covoiturage. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à plus tard. C'est difficile de parler à des jeunes de 20 ans d'enfants et de générations futures. Mais à partir du moment où vous avez un enfant, vous voyez les choses différemment, vous pouvez me croire. Donc, sur ce, je vous donne la parole pour des questions, pour des remarques, pour des peut-être réflexions par rapport à ce qui a été dit. Oui. Merci pour votre présentation, c'est vraiment intéressant. J'ai pas une question, mais juste je veux dire, il a parlé du café. Alors je recommande à tout le monde de minimiser la consommation des cafés parce que le café est menacé à cause des changements climatiques. Et plus précisément à cause du réchauffement climatique. Merci. Très bien. Donc c'est vrai que trouver des solutions écologiques en ne l'étant pas, c'est pas très très pro, on va dire. Alors, d'autres remarques, d'autres réflexions? Non? Encore un petit... Oui? Oh, merci beaucoup à la présentation. نحب نقول juste une remarque concernant بكري حكيت على لي سيت كيفاش ينجموا ينقصوا par exemple من الديزاين تاع السيت ولا ينقصوا معناتها من لي زيماج وكل شيء باش ينقصوا في الاسباس في لي سيرفور معناتها اسكو ما ينقصش هذاك في الكومبيتيتيفيتي معناتها تاع السيت تاع الكومباني هذيك بارابور معناتها لي سيت الاخرين مش اسكو واضح الكيستيون Je vais être direct. Oui, ça va avoir un impact sur le SEO. Par contre, il y a une action qu'on peut entreprendre, c'est la promotion sur le fait qu'on est éco-responsable sur notre site web. Déjà, c'est l'équivalent du manque à gagner l'Irkitali. Donc, ça va être équilibré. On a réduit les templates internes, on a réduit les images, mais on est éco-responsable. Donc, quand il
باللابel نتاعك éco-responsable وطيحت في البيرفورمانس تاع السيت ويب نتاعك. D'accord, merci. واضحة. Merci. Alors, d'autres téméraires qui ont des questions? Non? Bien. Par rapport au covoiturage, je pense que le problème, c'est que le covoiturage est illégal. Seulement le covoiturage gratuit est légal. Du coup, il y en a des solutions qui peuvent permettre une meilleure accessibilité au covoiturage, mais je ne peux pas faire une application mobile parce que c'est illégal. J'ai rien dit sur les étudiants de SB et d'ingénieurs. J'ai rien dit. Merci pour cette présentation parce que pour ma part, moi, ça m'a permis de comprendre que j'avais tout faux. Parce que je pensais réellement que la digitalisation permettait de lutter contre le réchauffement climatique, contre la déforestation, puisqu'on n'utilisait pas de papier. Et là, vous avez bouleversé toutes mes idées. Hein, et merci. نجم نزيدك حاجة أخرى. La voiture électrique, elle n'est pas éco-responsable. Super. De toute façon, vu les prix, hein, c'est pas demain qu'on va en acheter une en Tunisie. Donc ça va, vive le vélo. Alors, nous allons tout de suite passer à notre prochaine panéliste. Donc de l'éco-responsabilité par rapport au digital au RSE, pardon, il n'y a qu'un pas. Donc l'entreprise. Et c'est le pas que va franchir notre prochaine panéliste, Madame Bouchra Jram. Alors bonjour tout le monde et je tiens à remercier l'équipe SSD pour leur invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'aurais aimé que cette présentation soit après parce que déjà la première présentation, une présentation par rapport à la transformation digitale et l'impact qui n'est pas écolo. Bon, c'est pas grave. Bon, la transformation digitale, s'il y a des entreprises technologiques qui visent à avoir un impact écolo, même si ils utilisent les emails, c'est pas aussi grave que ça, non? Oui, exactement. D'accord. Alors, je me présente, je m'appelle Bouchra Jram, je suis le Program Manager de l'Open Learning Community de l'ONG Kulimi. Et je vais vous parler du rôle des entreprises technologiques dans le développement durable. Alors, je vais commencer par c'est quoi le développement durable? C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans mettre en compromis la capacité des générations futures à vraiment avoir leurs propres besoins. Donc, c'est un objectif très principal pour notre planète, car on continue de faire face aux conséquences des changements climatiques, des épuisements de ressources et aux dégradations environnementales. C'est un développement qui vise à créer un équilibre entre la croissance économique, la durabilité environnementale et le bien-être social. C'est donc un développement qui cherche à faire que la croissance économique est achevée en sorte qu'elle n'épuise pas les ressources naturelles, ne nuit pas à l'environnement et ne favorise pas l'inégalité sociale. Donc, c'est un développement qui exige la justice sociale, la protection de l'environnement et la création des opportunités économiques qui sont accessibles à tout le monde. Il exige aussi une perspective à long terme qui vise à créer des impacts, qui tient compte des impacts des décisions et des actions actuelles sans menacer les générations futures. Exemple, en termes d'urbanisme,
Le développement durable peut consister à créer des espaces verts, à favoriser le covoiturage ou bien le transport public pour réduire les émissions en carbone et améliorer la qualité d'air. En agriculture, il peut consister à adopter des solutions respectueuses de l'environnement et pour garantir à long terme une bonne santé des sols et des ressources en eau. Donc globalement, la Sustainable Development vise à créer tout un monde juste, équitable et écologiquement durable pour tous aujourd'hui et demain. Alors, c'est quoi le rôle des entreprises technologiques dans le développement durable? C'est quoi déjà une compagnie ou une entreprise technologique? C'est une entreprise dont l'activité principale est le développement des produits, de solutions ou bien de services technologiques. Elle peut se spécialiser dans le développement des logiciels, dans la fabrication des matériels informatiques, dans la biotechnologie, l'intelligence artificielle, la télécommunication, etc. Donc, les entreprises technologiques sont connus d'être innovants car ils développent des solutions qui répondent aux besoins et aux défis d'aujourd'hui. Ils jouent notamment un rôle très important pour contribuer au développement durable, comme la création des produits qui ont un impact réduit sur l'environnement ou bien aider les consommateurs à réduire leur impact écologique. J'allais donner l'exemple des voitures électriques, mais les entreprises technologiques peuvent aussi adopter l'utilisation des énergies renouvelables pour alimenter leur activité, comme les énergies éoliennes, les énergies solaires et les énergies hydroélectriques. Ils peuvent promouvoir les pratiques de durabilité chez leurs employés ou bien leurs partenaires ou bien leurs clients. Par exemple, ils sollicitent les pratiques pour le recyclage, le tri des déchets et l'économie de l'énergie. Ils peuvent aussi développer des technologies durables, par exemple un système qui capture et stocke le carbone. Ils peuvent aussi fournir accès à la technologie, surtout dans les zones mal desservies, pour promouvoir l'éducation, le développement économique et l'inclusion sociale. Et bien évidemment, ils peuvent aussi investir dans le développement durable. Je vais maintenant vous parler de notre propre projet de mon organisation. En fait, Kulimi fait partie de l'écosystème de Thinkit. Thinkit, c'est une compagnie technologique et on a une vision qui consiste we believe in a world in which we leverage technology to regenerate our planet and advance human potential. Nous croyons dans un monde où on tient partie de la technologie pour régénérer notre planète et faire progresser le potentiel humain. Comment donc Kulimi en partenariat avec Thinkit, on est en train de construire une plateforme à travers laquelle les jeunes talents peuvent valider ou bien acquérir les compétences nécessaires qui vont permettre d'intégrer les entreprises technologiques qui contribuent au développement durable. Aussi, notre plateforme va être la première plateforme qui réinvestit ses bénéfices pour assurer que assurer la mission de la régénération du développement durable et du développement des potentiels. Donc, en gros, on va offrir aux jeunes talents l'opportunité de valider leurs compétences avant de leur mettre en contact avec les entreprises technologiques qui ont les mêmes idées. Et on va offrir aux entreprises la possibilité de trouver et d'engager des talents qui ont les compétences recherchées. Notre plateforme va aussi se focaliser pour intégrer les compagnies qu'on appelle Tech for Good Companies,
comme le climate tech, le health tech et le tech, ces entreprises ont la vision et les ressources requises pour créer un impact significatif. Donc, on vise aussi à créer tout un écosystème à travers notre plateforme, là où on va réunir les talents qui ont les compétences nécessaires et les entreprises qui ont une vision significative pour au fait avoir un impact collectif global. Comment on va faire ça? La plateforme est user-owned, c'est-à-dire elle n'est pas tout ce qui la valeur créée au sein de la plateforme, elle est partagée et utilisée par tous les utilisateurs pour garantir un écosystème durable et équitable. On va aussi mettre notre focalisation sur les talents qui sont soucieux de l'environnement et on va les mettre en contact avec les entreprises qui ont le même mindset. We will connect talents with like-minded companies et on va aussi créer des collaborations et des rassemblements physiques pour augmenter le sens de la communauté aux participants. Et finalement, on va co-créer des learning pathways pour permettre aux jeunes talents de valider leurs compétences, que ce soit en soft skills ou en hard skills. Donc, notre plateforme s'appelle Open Learning Community, OLC. Les trois piliers sont les Learning and Skill Validation Pathways. Comme je vous ai dit, c'est une plateforme dédiée aux jeunes talents tunisiens dans le secteur IT, dans le web, développement web et mobile, machine learning et data science, DevOps et cloud, pour leur permettre de valider ou bien acquérir les compétences nécessaires qui vont leur permettre de trouver l'opportunité, que ce soit en Tunisie ou bien à l'international, mais ça sera en télétravail. Toute la plateforme est remote friendly, du coup, vous n'avez pas à vous déplacer. Donc, voilà. Oui, voilà. Et même si c'est une opportunité à l'international, ils ne vont pas non plus se déplacer avec un avion. Ça sera toujours en télétravail. On va aussi, we will onboard les hiring companies et educational institutions qui vont à leur tour publier, que ce soit des programmes de validation de compétences ou bien publier leur poste de travail dans l'Opportunity Pool qui sera accessible à tous les utilisateurs. Donc, notre activité a commencé l'année dernière et on a réussi à implémenter 2 programmes de validation de compétences. Le premier était en partenariat avec ThinkIt. Il a été conçu par le Head of Web Chapter. C'est le Full Stack Track Program. Il a permis aux participants de valider leurs compétences techniques, soft skills nécessaires qui vont leur permettre de travailler en tant que Junior Web Developer in an Agile Software Development. Et le deuxième programme, c'était un challenge, le Tunisian Cloud Challenge. C'était en partenariat avec AWS. Là, on a offert à 300 Tunisiens des free exam vouchers pour certifier en Cloud Practitioner, en AWS Cloud Practitioner. Avec ces 2 programmes, on a plus que 1400 utilisateurs sur notre plateforme. Et pour 2023, les features qu'on est en train de travailler dessus, c'est l'Opportunity Pool. On va lancer l'Opportunity Pool pour intégrer les compagnies et les entreprises technologiques le Tech for Good Companies qui contribuent au développement durable. On va créer aussi un mentor pool parce que on a tous besoin d'un mentor dans notre parcours d'apprentissage. Donc, il y a au fait 2 volets. Le mentor qui va vous accompagner tout au long d'un programme ou bien un mentor quand vous avez besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience et plus d'expertise qui va vous conseiller ou bien vous aider à atteindre votre objectif.
on va aussi lancer l'Ambassador Program. C'est fait pour solliciter le sentiment d'être parmi une communauté. C'est en fait, on a déjà commencé à avoir une communauté là où chaque 2 semaines, on se réunit pour un webinaire qui est lié au Tech World. Et finalement, on va organiser le 18 mars un Job Fair Event. Ça sera sur 2 parties. La première partie sera liée des conférences pour vous apprendre comment construire votre CV ou bien votre lettre de motivation, quelles sont les techniques nécessaires que vous devez savoir lors d'un entretien. Et l'après-midi, il y aura le job fair, il y a des stands et des booths où les entreprises technologiques vont venir et vous allez les rencontrer et pourquoi pas avoir un PFE, un stage ou bien un boulot. Merci pour votre attention. Je remercie beaucoup Madame Bochela pour cette présentation et je vous invite, nos chers étudiants, à s'inscrire et découvrir la plateforme. Donc, et je vous invite, si vous avez des questions, à partager avec notre intervenante. No questions? Okay. Tout d'abord, merci beaucoup معناتها la présentation وكل شيء. Juste une petite question معناتها شنو معناتها la valeur ajoutée par rapport des compétiteurs qui مثلا Go My Code ولا خاطر l'idée معناتها elle existe déjà في بالي معناتها برشا يخدموا عليها juste حبيت نعرف l'unique معناتها value proposition. Ça sera skill validation track. Tu n'aurais pas à faire tout un programme bien détaillé. Si tu as le skill, tu vas avoir un petit test pour le skill validation. Quand le skill est validé, il va être intégré dans ton profil et ton profil va être visible aux hiring companies. Donc, we will onboard hiring companies, on va leur dire qu'on a des talents qui ont des skills validés à travers plusieurs programmes. Donc, ça va te permettre de construire un profil bien avec des compétences validées, et ça va solliciter les compagnies à te contacter pour un poste. Moi, je vais revenir à la conférence qui vient d'être donnée concernant l'usage de l'IT. Bon, les chiffres sont là. Mais moi, je voudrais aussi, puisque vous voulez qu'on revienne à l'âge de la pierre taillée, qu'on puisse foutre la paix à la planète. L'âge de la pierre taillée, ce sont des animaux qui travaillent pour pouvoir justement faire ce que fait aujourd'hui l'IT. Est-ce que vous ne pouvez pas justement faire une étude pour nous montrer la comparaison entre revenir à utiliser des chameaux et vivre donc la préhistoire et aujourd'hui, lorsqu'on a gagné le temps au déplacement, quels sont les écarts? Moi, je suis sûr qu'un chameau, il dégage beaucoup plus de CO2 que les machines que vous êtes en train de dire. Et en plus, le temps s'écoule très très lentement avec le chameau et le développement de l'humanité. On n'était pas trop nombreux à l'époque des chameaux. Aujourd'hui, avec ces 4 milliards, mettez un chameau pour chaque habitant de la Terre et dites-nous quelle est la différence entre revenir à l'âge de pierre taillée ou alors d'Haïti. Et là, et nous sommes condamnés à l'utilisation de cet outil. Maintenant, comment on peut gaspiller moins avec l'usage de l'IT? Sinon, c'est fichu. Donc tout le monde va s'arrêter. Et si on s'arrête, il va falloir qu'on mange quelque part. Et
qui va produire tout cela, c'est toujours par l'utilisation de l'énergie. Et l'énergie, la source de l'énergie, soit elle est fossile, donc elle est polluante, soit elle est donnée par des animaux, et c'est aussi une plus grande. Essayez de donner le bilan d'une vache et non du lait. Et vous allez voir la pollution qu'elle est en train d'effectuer sur la planète. Alors, il faut comparer. Parce que nous sommes condamnés à être avec les uns ou avec les autres. C'est ça qui serait amusant pour pour pouvoir nous donner ces bilans. Et enfin, tous ces chiffres, comment on les met d'une façon logique sur n'importe quel site web pour que lorsqu'on ouvre n'importe quel site, on trouve ces chiffres qui dit à l'utilisateur, voilà ce que vous êtes en train de faire, parce que tout le monde est inconscient. Tout le monde est content d'ailleurs d'avoir multiplié le temps d'une façon infinie. Et vous voulez nous dire, non, 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 arrêtez-vous. Moi, je ne serai pas concerné par ce truc-là, parce que j'ai fait l'informatique avec des cartes perforées. On ne pouvait pas beaucoup, hein, donc peut-être il y avait quelques forêts qui disparaissaient avec le cartes perforées. Mais votre discours, il est catastrophique. C'est pas. On pensait que l'humanité a gagné d'une façon extraordinaire avec la digitalisation. Et moi, je vais partir d'ici traumatisé. Hein. C'est pas, je vous rejoins, hein, je suis tout à fait d'accord. En fait, on est sur la disparition, sur le déclin. علاش باش ما نحرقش انيس mais la terre on est sur la surconsommation معناها خلطنا les limites خلي بيت وخلي mais en tout cas الانبوبه الحمراء شعلت شو نقولوا احنا نعطي اكزامبل تاع تونس في 2000 بلوتو 1900 في الاستقلال 1950 on était 3 millions يقول même moi. اليوم on est 12-13. Déjà, le nombre d'habitants, ça explique pas mal de choses. Le nombre d'animaux, حكينا على les vaches, je pense avec l'industrialisation, il a triplé, bon, je vais fois des milliers carrément. Donc l'impact écologique ou l'impact carbone d'une vache, c'est pas le même temps. Oui, science qu'on doit valoriser, mais je me dis ça. Alors j'ai préparé quelques éléments de réponse, mais je pense que peut-être à la fin, ce sera l'équation entre l'évolution, l'impact, la durabilité du modèle. La durabilité du modèle. Donc je pense que alors, pour ne pas perturber le... Donc, je remercie encore une fois Madame Bouchra et nos panélistes et Monsieur Tahel pour son intervention. Donc, je voulais juste dire que la responsabilité écologique est notre devoir à toutes et à tous. Elle est dans les petits gestes, les grandes réformes. Le changement doit se faire dans tous les domaines. Donc, j'invite Monsieur Anis Deoud à nous partager son expérience, notamment dans un aspect du développement durable, l'agriculture et son rôle et le rôle des nouvelles technologies dans l'agriculture. Merci. Merci Wafa. Et je suis très ravi d'être parmi vous après les deux présentations. Il y aura peut-être un échange. Moi, en venant ici, déjà, j'ai été, désolé pour le retard, mais en fait, en venant venir juste derrière, j'ai dû faire le détour après.
Alors la question, je lui dis, ça c'est un aménagement qui est peut-être... on aurait pu économiser ce temps de trajet et son empreinte carbone. Mais bon. Ça se résume à des trucs pareils, des trucs simples, parce que le modèle était discontinué, il ne travaillait pas le samedi dimanche, donc j'ai dû faire le détour. Donc c'était une petite parenthèse, mais pour dire que c'est le petit geste, je rejoins Aladdin, les petits gestes peuvent économiser, peuvent avoir un impact positif. Alors, moi, je suis ravi de partager avec vous. Bravo pour l'événement, une belle audience matinale. Alors, moi, je suis ravi de partager des retours d'expérience sur différents angles du sujet. Moi, je viens du domaine de conseil, entrepreneur dans le domaine de conseil, donc j'accompagne en fait les différentes tailles d'entreprise, de la start-up jusqu'au grand compte et au gouvernement sur des sujets de développement. Je suis entrepreneur dans le domaine de conseil, je suis promoteur d'une plateforme pour le support des PME et des entreprises et j'agis sur ce sujet-là, sur l'angle conseil. Alors, par rapport à l'Union européenne, j'ai été coordinateur local. J'ai animé une task force nationale pour changer le cadre réglementaire et l'offre de financement des projets green, des projets d'économie verte et circulaire. Et donc, c'était une task force qui réunissait beaucoup des acteurs de différents profils d'accompagnement, de financement, des acteurs universitaires. Et j'invite Esprit à être dans ces écosystèmes-là, là où on parle d'une approche par écosystème, de cluster. Donc, on est là pour pousser cet écosystème-là green sur l'angle financement durable, sur l'angle comment booster cet écosystème-là. J'étais auprès du gouvernement, du Conseil stratégique d'investissement. On a identifié les créneaux porteurs liés à la crise Covid, ce que la crise Covid a généré comme créneau. Il y a deux transitions majeures pour les étudiants qui veulent se projeter dans l'avenir. C'est la transition verte et la transition digitale. Les deux couplés, mais la transition digitale, elle présente énormément d'opportunités à exploiter sur les différents sujets. C'est du green et de la tech couplés et c'est applicable dans tous les secteurs d'industrie, de services, d'agriculture et autres. Et je pense que c'est un gisement important d'opportunités. Les sujets ne manquent pas et je pense que un des sujets, c'est l'agriculture durable. Alors, je ne sais pas. Pas encore. Alors, l'autre casquette, en fait, actuellement, pour vous dire que ces sujets-là, je vais laisser peut-être la parole aux étudiants pour poser des questions directement, enfin, en format interactif. Je suis coordinateur régional auprès de l'Union européenne sur le programme Stand-up. C'est un programme d'éco-innovation ouverte. Donc, les entreprises, c'est destiné au secteur textile. Les entreprises du secteur textile, le secteur textile, c'est un secteur impactant et polluant. Les entreprises lancent des challenges, les challenges relatifs à l'eau, à la gestion de déchets, à la gestion d'énergie, au processus éco-friendly, et on cherche des solutions, que ce soit des étudiants et entrepreneurs, d'entreprises, pour apporter ces solutions-là. Alors, le drone, les chefs tout ça, mais je suis directeur, j'accompagne des startups agritech et green tech. Parmi les startups agritech que j'accompagne, c'est Robocare. Donc, Robocare, je suis le directeur stratégie et business development director de Robocare pour accompagner sur le chemin de l'international. Alors, par rapport à ça, les différents sujets qui ont été traités, que ce soit l'impact, la notion de pratiques individuelles ou pratiques sociétales ou au niveau des entreprises. Alors, Robocare, ici, c'est un cas de solution qui adresse les besoins du futur en termes d'agriculture durable, d'agriculture de précision. Alors, vous allez me dire, actuellement, les farmers, c'est un cas case study, on ne va pas présenter toute la société, mais pour vous dire le problème où est-ce qu'il est. En fait, on a un problème d'offre et de demande. Sur les prochaines années, il y a plus de 70% de croissance de besoins en available calories for consumption d'ici 2050. On va être autour de 9,7 milliards d'habitants. Okay? Et de l'autre côté, il y aura une pression sur le supply. Donc le déséquilibre est là. Quand on dit déséquilibre, ça court en termes d'intrants, par exemple,
25% des terres arables dans le monde sont dégradées, nécessitent d'être restaurées. Il y a la demande mondiale en eau, on va avoir un shortage de 40%. Okay? Les changements climatiques sont pesants pour les agriculteurs. Donc, les agriculteurs, ils souffrent maintenant. Okay? À ces contraintes-là s'ajoutent les tendances inflationnistes, donc la pression sur les coûts des intrants, le coût des pesticides, des fertilisants et autres. Et donc là, ça impacte. Donc, ils sont dans on va dire, suffering. Parmi les problèmes qu'on adresse, par exemple, aujourd'hui, la propagation des maladies. Okay? Donc, on a le besoin des falaha, c'est de détecter le plus tôt possible la maladie avant que ça se propage très rapidement. Deuxièmement, c'est que c'est basé sur l'inspection visuelle. L'ingénieur c'est ineffectif. Okay? Troisième, c'est qu'on utilise les intrants de manière aléatoire. Donc, que soit l'utilisation de fertilisants, de pesticides ou autres, c'est random. Et le quatrième, c'est qu'on utilise beaucoup de pesticides. Hier, j'étais en conférence avec des acteurs. On parlait de coût de tomates par hectare, c'est 2000 € de pesticides. Ça représente 2000 € de pesticides par hectare. Pour la culture tomate, c'est 20% de son coût d'exploitation. C'est beaucoup. Okay? Alors, pour ça, RoboCare, c'est quoi? C'est une solution, c'est une startup agritech qui propose aujourd'hui une étude d'aide à la décision, Decision Making Tool, pour aider l'agriculteur à détecter les maladies de manière early detection et d'optimiser les crops, l'exploitation agricole. OK? Comment ça? Alors, comment ça? C'est une solution qui utilise les technologies de drone, c'est pas le nôtre, technologie d'intelligence artificielle, d'imagerie spectrale et thermique. Donc, il y a un couplage de 3 technologies. Et donc là, c'est une solution qui permet de produire des indicateurs et un rapport de végétation consommé à l'agriculteur. C'est comme l'IRM, l'humain, c'est pour les plants. OK? Donc aujourd'hui, le drone, il fait l'acquisition d'images, on fait tourner le logiciel et on produit un rapport de végétation avec des indicateurs consommés après à un docteur, l'expert agricole, qui va interpréter. En attendant que dans le futur, on interprète de manière prédictive et de manière plus on va dire, encore plus d'AI. OK? Alors, sur ça, on a 2 applications, une pour l'outdoors et une pour le greenhouse. Le greenhouse, c'est en l'occurrence les cas de culture sous serre. On a le premier client sur de la tomate cerise destinée à l'export aussi. Donc, il y a besoin aussi d'optimisation pour que ça soit plus, on va dire, healthy et autres. OK? Et la solution outdoors, on est sur les premiers cas d'olives, d'arboriculture, de céréales. Donc, les premiers clients, on est en train de voir. Mais en fait, sachez qu'aujourd'hui, cette technologie permet d'adresser, par exemple, 100 hectares par jour. Alors, par rapport justement à ces besoins, il y a une étude McKinsey qui dit vu la contrainte sur les pressions, sur les intrants, sur le supply et la croissance de la demande, eh ben, l'agriculture should embrace with technology. C'est une nécessité, must do. Il faut la technologie pour optimiser. OK? Donc, avec l'innovation, donc il y a un besoin, il y a un potentiel énorme aussi, parce qu'on parle de l'impact, on parle d'un potentiel de création de 500 milliards de dollars. Potentiel rien en utilisant ces leviers technologiques de connectivité de différentes technologies, que ce soit de drones ou d'autres technologies aussi. Et donc, c'est un des 3 secteurs dans le monde qui va générer plus de valeur by 2030, OK, en termes de création de valeur par rapport au GDP mondial. Aujourd'hui, dans une université de business, l'agriculture, moi je dirais, il y a ceux qui sont intéressés, mais il y a un créneau extrêmement important pour coupler différents types d'expertise, que ce soit le sujet AI, le sujet business, le sujet agri. Et donc, pour avoir une proposition de valeur
impactantes à l'échelle nationale et internationale. Okay, donc ça, j'inviterai peut-être, on aura l'occasion d'échanger, mais les formations, les cursus, les solutions, rien que pour nous, pour les solutions drones, sur les 500, par exemple, milliards, il y a 300 milliards sur les technologies smart farming, precision farming, optimisation de compte. Donc, il y a énormément de potentiel. Je ne parle pas des autres qui utilisent l'équipement, l'optimisation des assets agricoles. Okay? Alors, c'est quoi l'impact économique? Aujourd'hui, il y a un impact, pour qu'on parle de durabilité de modèle, aussi, il y a le côté économique, aussi modèle économique. Donc, pour l'agriculteur, c'est un gain, c'est moins de coûts, si on arrive à avoir moins de consommation de ressources, plus d'optimisation. La productivité aussi, on passe à un mode d'inspection automatique, les crop revenus, parce qu'aujourd'hui, on optimise aussi, on minimise les diseases, mais on optimise les crops. On peut aujourd'hui même anticiper sur ça, par exemple. Il y a des applications aussi pour dire predictive weight. شنو تاخذ سمتاج زيتون par exemple le problème معروف نخضروا قداش c'est aléatoire mais maintenant de manière prédictive on peut travailler sur ça et le côté végétation. Ok, donc peut-être je m'arrêterai là sur vas-y pour vous dire le modèle. Ok, le modèle du point de vue économique, c'est nous sommes un éditeur de logiciels. Donc, en termes, c'est un éditeur. Notre core business, c'est en fait pour le software as a service. Donc, c'est ça. Après, nous avons un service de location de drones. Ce n'est pas notre core de business. Et nous avons des services de value added service pour l'expertise agro. Donc, on sait comment se construit le modèle. Nous sommes sur des logiques avec des concurrences internationales, sur des greenhouses, sur de l'outdoors, sur les technologies, sur le besoin d'applications sur les cultures. Donc là, vous allez trouver des leaders mondiaux. Et je pense que là, ça intéresse peu, peut-être. Mais je dirais, moi, je voudrais partager avec vous les éléments clés suivants. Alors, à toute échelle de start-up ou d'idée d'entrepreneur, il faut coupler l'impact économique. Il faut regarder certains sujets aujourd'hui à dimension internationale. Okay? Il y a un potentiel énorme sur de l'agritech et du greentech. Okay? 2. Les sujets comme le green en Tunisie, ça c'est un retour d'expérience, tout ce qui est sujet transverse, aujourd'hui il y a une difficulté, voilà, un vrai challenge, c'est de gouvernance de cet écosystème-là. La gouvernance reliant les acteurs publics, privés, universitaires, autour de mêmes enjeux qui peuvent mobiliser des ressources recherche-développement, des startups, des entreprises, des universités. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas ce rôle, il n'y a pas de plateforme collaborative ou d'écosystème qui est animé pour faire booster cet écosystème. Okay? Donc ça, je pense qu'à l'échelle mondiale, ça agit par écosystème, ça n'agit pas par des marchés individuels. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, dans l'innovation, okay, en fait, il y a lieu d'adresser, même au stade des projets, des étudiants entrepreneurs, tout un dispositif d'accompagnement qui est là pour dire aujourd'hui, on résout une idée. Il y a certainement des centres de recherche, par exemple, en l'occurrence, avec lequel on travaille avec des centres de recherche nationaux et internationaux. Il y a une demande forte à l'échelle internationale sur tous les sujets qui apportent des idées originales, innovantes, explosives. Donc ça, il y a de l'impact. Okay? En fait, ce n'est pas uniquement la composante tech. Okay? C'est beaucoup plus, la tech, elle est au service aussi. Okay? Mais la composante AI est très forte dans tous les projets de start-up. Je dirais que Agritech ou la Agritech, la composante AI va être omniprésente sur le projet. L'autre point, c'est dans l'économie verte et circulaire,
il y a une composante qui est relative au financement. OK? Donc, dans les projets, on est sur des projets verts. Je dirais, alors, sur des projets verts, les هم réellement différents des projets tech de start-up. OK? علاش؟ على خاطر فما des composantes de recherche. On dit, il y a une composante de prototypage. OK? Il y a une composante même de typologie d'investisseurs. OK? Et là, ça change. Il y a des typologies de process d'investisseurs VC classiques, mais aussi ce qu'on appelle des impact investors. Et là, ils regardent ces problématiques, voilà, ces problèmes avec un plus de patience. Ils voient tout de suite l'impact sur la société, sur l'impact environnemental et social, et ils sont plus patients. OK? Et j'aurai l'occasion peut-être de parcourir avec vous peut-être certains enseignements sur les types de mécanismes, voilà, les types de financement pour les projets green. OK? Ce sera peut-être dans une seconde occasion. Mais sachez que aussi bien sur la sphère économique, la sphère d'accompagnement technique et financier, que la sphère universitaire, maintenant, ces sujets-là sont très mobilisateurs de ressources et c'est très demandé à l'international. Et maintenant, je dirais que pour vous, en tant qu'étudiants qui pensent à développer ces projets-là, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Sur les dernières études qu'on a faites avec le conseil stratégique de l'innovation, on leur a dit que vraiment, le sort ou la relance, elle est dans l'innovation et ça va être tiré par les startups, par les étudiants. C'est ça qui va impacter un peu au-delà des frontières du marché local, c'est un impact mondial. OK? Donc sur l'Afrique, on sait que le potentiel pour l'agriculture dans l'Afrique et même dans la région Europe, on parle de 300 milliards de dollars. Donc si on arrive à capter une partie de ce potentiel-là, c'est très bénéfique pour la Tunisie, pour les projets individuels. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été long. Je remercie Monsieur Enis Dewitt pour sa présentation. Voilà, je trouve que cette matinée, on a eu cette opportunité. Oui. après le choc de Monsieur Aziz, on a en fait, Monsieur Anis, il a partagé plusieurs opportunités pour vous, pour trouver des solutions et de penser à la sustainability et d'où vient le nom de notre événement Sustainable Minds. Donc, je vous invite. Juste, pardon. Je pense que oui, on a commencé par un choc. Après, on a eu deux solutions. Je pense qu'après, il y a beaucoup d'études à faire pour voir qu'est-ce qui est le plus économique, qu'est-ce qui est le plus... Oui, bien sûr. La théorie du choc. Oui, c'est la sensibilisation, ça passe par là en fait. Faut vraiment qu'on ait les chiffres, hein. Faut vraiment qu'on soit conscient que il y a un vrai souci. Mais les problèmes, ils sont là. Les actions, ils sont là. J'ai donné des chiffres qui ont l'air tranchés, mais il y a des actions simples, à petite échelle, mais qui auront de la valeur. Exactement. Et je veux juste rebondir sur la Clem Enis. Et également, je suis dans l'écosystème des startups. Je suis vice-président de Tunisian Startups. Donc, on est très présent avec les startups tunisiennes. Et peut-être un conseil ou un retour d'expérience que je veux m'en apporter. Je vois en fait des futurs entrepreneurs qui sont présents. Et le conseil, c'est que le marché tunisien, c'est un marché là où on a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, que ce soit legal, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes carrément de maturité digitale.
الكونساي الاول تعرفوا المشاكل اللي عندنا في لي درون في تونس اي لو ريغلومون دي درون وكل شيء. نعرفوا المشاكل بارابور لينوفاسيون اي لي كاتيجوري معناها دو ستارت اب اللي نجموا معناها يدخلوا الحبس على ان كريبتو موني. بون كيف لو شوك مي لي سوليسيون شنو هما؟ لي سوليسيون سي فو بونسي à l'international. مش معناها تمشي انت لانترناسيونال، لا لازمك تخمم لوكالمون كيفاش تبيع على الانترناسيونال. اي لا سا دوفيان تري انتريسون. اليوم كي نحكيو على دي سوليسيون اغري ولا اغري تيك ولا جرين تيك، جو كوني دي ستارت اب كي سامحوني في الكلمه كي سون كاسي لا جول معناها في تونس شويه، نحكي على الجزائر، نحكي على معناها ياسر il a galéré معناها ما نعرفش كان تعرفوا ولا il a galéré mais la solution c'était l'export. L'export وقت اللي يمشي يبيع في الافريك لي solutions نتاعو là ça devient intéressant. Donc pensez à l'international, développez en local et vendez à l'international. تونس تنجيوها تو بشوي بشوي تنجيوها. Exactement. Oui, juste, en fait, il y a le potentiel de l'idée qui est mondial ou pas, ok? Alors, le contexte local, ça ne pisse chali, tu sais. Entre la drone, si tu attends un mois, que ça passe par 4 ministères, on est plus tourné vers l'international. Sérieux. Je dis qu'on mettra plus de temps, mais c'est dommage que peut-être dans notre pays, peut-être les sorts. Moi, je vois les modèles qui opèrent dans le Middle East, dans l'Europe, ou les approches ce qu'on appelle open innovation. C'est les donneurs d'ordre, quand j'ai un besoin, ok, apporte-moi des solutions, il choisit les solutions, il applique chez soi, et il y a how to scale up. Ça, c'est une approche. Deuxièmement, le secteur agritech ou la green tech, moi je travaille sur d'autres sujets de valorisation de green tech, par exemple, de valorisation environnementale et nutritionnelle de la margine d'olive qui a un potentiel pour réduire l'impact avec des entrepreneurs plus âgés aussi, hein, pas uniquement des jeunes entrepreneurs. Donc il y a un potentiel important, un potentiel énorme. Comment l'adresser, c'est ça le problème. Okay? Donc, soit aujourd'hui, l'idée est forte et il a une demande internationale. Et donc, on est obligé, le vrai levier réellement, c'est de connecter avec l'international. Que ce soit avec les entreprises internationales, aussi bien avec les écosystèmes internationaux. Donc, aujourd'hui, c'est ça. En fait, l'écosystème, je dirais la force de l'accompagnement, quand il apporte de la valeur ajoutée, c'est avec des gens de l'écosystème, des gens de la culture. Sinon, être dans le format généraliste d'incubateur, moi, je ne crois pas beaucoup à l'impact. Il faut être entouré, par exemple, de centres R&D dans le domaine, de plus d'incubateurs spécialisés. C'est là où ça crée de la valeur. Le RoboCare a été sélectionné au Maroc pour un programme Phyto Innovation Farming Programme. C'est avec des anciennes comme Bayer, comme autres. On n'a pas ces approches-là. Ça marche tous. Même les grands comptes, les grandes entreprises, ils ne sont pas impliqués dans les processus d'innovation. Généralement, quand je trouve l'idée de start-up, vous avez besoin d'accéder à un premier grand compte, une première entreprise, que je t'ai parlé à l'époque, voilà. Surtout et ça va être traîné. En attendant que la culture d'open innovation entre l'entreprise, l'université et les acteurs, les autres acteurs soient en place, ça mettra du temps. Mais je dirais, le programme, je sors de l'agriculture, c'est textile. J'ai vu les challenges qui étaient soumis par les entreprises. C'est un problème connu par toutes les entreprises du textile. Ou l'impact sur le produit avec un tas d'élevage. Si c'était, par exemple, un projet transverse pour trouver une solution en commune et comment on mobilise, c'est ça, en fait, la vraie galère, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de structures d'appui, beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'offres, et en fait, j'ai fait un projet concret pour le projet, on va le résoudre. Et là, on a une difficulté qui tourne de travailler ensemble. C'est ça le vrai problème, c'est la capacité de travailler ensemble avec des acteurs de différents profils. Même l'écosystème de start-up, je suis désolé, mais l'écosystème de start-up aussi, il y a une offre.
Mais c'est un, soit on a besoin d'accompagnement hands-on, on a besoin d'un incubateur, par exemple, qui soit avec des experts, qui soit hands-on, le développement. Il faut changer un peu le paradigme de l'écosystème. Alors oui, donc les problèmes, il y en a beaucoup, énormément, on est d'accord. Et je pense qu'on pourrait en parler jusqu'à 2030. Innover, il faut innover. Mais Voilà. oui, voilà, il faut innover. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Mais en attendant, on vous propose une pause café. Soyez écologiques, gardez vos verres pour la soirée. Hein. Donc, je vous invite par contre à sortir par derrière, rang par rang, s'il vous plaît. Comme ça, un peu d'ordre, ça ne fera que du bien. Merci beaucoup. Alors, on va poser la question.